Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on s'attaque au déballage de mon gros sac à dos. Donc mon sac à dos qui m'a suivi tout au long de mon aventure sur la voie de Rocamadour sur le chemin de Compostelle. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes de cette aventure, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je suis donc partie de Figeac jusque Cahors en passant par Rocamadour via donc le chemin de Compostelle qui est une variante à cet endroit-là. Et étant donné que je n'avais jamais encore fait ce chemin, j'ai décidé de partir sur 9 jours que j'avais devant moi. J'avais une petite fenêtre de temps et voilà, je me suis relancée sur le chemin de Compostelle. Ça a été une aventure incroyable. Ça m'a fait du bien en fait de retrouver le chemin, l'esprit du chemin, la joie, l'amour qu'on y trouve, enfin toutes ces belles énergies. Et je suis rentrée chez moi vraiment reboostée, ressourcée. Voilà, c'est beaucoup de positif que j'en retire. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer plutôt au côté matériel de tout ça en vous présentant donc ce qu'il y avait dans mon gros sac à dos tout au long de cette aventure, et puis je vais vous dire un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc mon sac à dos au total lorsque je pars il pèse 7,5 kg à peu près. Je vais vous présenter donc en images le contenu du sac et aussi voir un peu comment c'est organisé, vous montrer tout ça, mais je vous donnerai peut-être pas toutes les références très précises de chaque item, de chaque objet. Dans la barre d'infos je vais vous mettre un lien vers mon blog où il y a un article complet. Je vous invite à aller voir ce lien dans la description si vous voulez vraiment le poids très précis, la description, la référence de chaque objet de ce sac à dos. Il faut savoir donc que je suis partie au printemps. C'était une saison un peu bizarre parce que ils annonçaient beaucoup de pluie et d'orage au moment où je suis partie, ce qui a justifié beaucoup du matériel que j'ai emmené parce que j'avais peur d'être mouillée. Donc j'ai pas mal emmené de choses qui au final m'ont servi quelques jours où il a fait beaucoup de pluie et j'étais très heureuse de l'emmener. Mais c'est vrai qu'après coup il s'est mis à faire très chaud et très beau, donc c'est des choses qui n'ont pas forcément été justifiées d'avoir sur la fin de mon aventure. Vu que c'était un peu une saison intermédiaire aussi au niveau des températures, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais je suis partie donc aussi avec mon matériel de bivouac sur le dos dans mon sac à dos. C'est aussi pour ça qu'il est aussi gros et aussi lourd. Donc comme je bivouac, c'est une intersaison où les nuits peuvent être encore un peu fraîches. Donc j'ai décidé de prendre quand même du bon matériel pour être sûr de ne pas avoir froid la nuit, parce qu'on le sait, ça c'est une des premières erreurs quand on part en bivouac, c'est d'avoir froid. Et ça empêche vraiment de dormir et de passer une bonne nuit et de pouvoir marcher ensuite le lendemain, d'avoir froid la nuit. Donc là, étant donné que c'était une saison où on peut encore faire un peu frais, peut faire entre 0 et 10 degrés la nuit encore, largement même je pense. Plutôt d'ailleurs entre 0 et 5 je pense la nuit. J'ai du matériel soit très léger qui est pour l'été, mais c'est encore limite en printemps, et j'ai du matériel plutôt relativement léger pour de l'hiver, mais du coup j'ai pas de matériel de l'intersaison. Il va falloir que je m'équipe si je continue vraiment à autant randonner je pense. Mais voilà, on verra par la suite. Pour l'instant, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais sur cette aventure. Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce que je vous ai déjà présenté sur d'autres randonnées. Ah si, il y a un truc nouveau. Je vous le présenterai au cours de la vidéo parce qu'il est à l'intérieur du sac. Vous verrez ça. Donc sans plus attendre, on va s'attaquer au contenu de ce sac à dos. Je ne sais pas par quoi je commence, je pense que je vais faire au fur et à mesure de ce que je déballe. Comme ça vous permettra aussi de voir qu'est-ce qui est situé où dans le sac à dos, comme ça pour l'organisation un peu du sac. Je vais commencer par les chaussures parce qu'elles sont hors du sac. Je suis partie avec mes très grosses chaussures comme ça. Ce sont officiellement mes chaussures que j'ai achetées pour l'hiver. Pour cet hiver, j'ai fait de la randonnée hivernale et même une randonnée expédition dans la neige cet hiver. Les vidéos sont également disponibles si vous voulez aller les voir sur ma chaîne YouTube. Donc ce sont des chaussures de trek haute, tige haute, vraiment. Semelles très rigides, très dures. Donc c'est vraiment une grosse chaussure, on va dire. Faite pour la randonnée hivernale, donc très bien parce que pas de neige, pas d'eau qui rentre dedans, mais alors rien du tout. Pour le coup là, elles sont testées, approuvées sur ce point-là. Par contre, du coup, elles sont hyper imperméables, donc dans les deux sens. Donc dès que ton pied transpire à l'intérieur de la chaussure, la transpiration elle reste. Il n'y a pas du tout d'aération pour que ça puisse un petit peu respirer tout ça. Donc quand il fait chaud et qu'en plus elles sont bien rembourrées dedans aussi, tu as très chaud aux pieds. Donc j'ai été très heureuse de les avoir sur mes premiers jours de randonnée. Comme vous avez pu le voir donc, dans le premier épisode de cette randonnée sur la voie de Rocamadour, il a plu, il a beaucoup plu. On est passé dans des chemins vraiment complètement inondés quasiment, donc avec beaucoup d'eau, et donc j'ai pu marcher dans ces flaques d'eau énormes avec ces chaussures sans aucun souci. J'ai pas eu les pieds mouillés, mais
après, lorsque le chemin a continué et où il fallait plutôt marcher sous le soleil avec des 20 degrés, j'ai eu chaud aux pieds, je dois l'avouer. Donc dès que je pouvais, après, j'enlevais mes chaussures. Dès que je faisais une petite pause, j'enlevais mes chaussures pour bien aérer, pour pas surtout que mes pieds deviennent humides, en fait, parce que c'est là que ça peut générer des problèmes ensuite, des ampoules, toutes sortes de choses éventuellement aux pieds. Je suis contente de les avoir choisis malgré tout, mais c'est vrai qu'une paire de chaussures plutôt basses, adaptées à une intersaison, aurait pu largement faire l'affaire. Mais il faut savoir que aussi pourquoi j'ai fait ce choix, hein, on fait toujours le choix aussi en fonction de ce qu'on a comme matériel, c'est aussi ça, hein, pas toujours s'équiper pour chaque utilisation précise. Moi j'avais des chaussures basses de randonnée pour le printemps-automne, un peu, voilà, qui sont assez molles, plutôt comme des types de chaussures de randonnée rapide, ils appellent ça Décathlon, à la grande enseigne bleue, pardon. Et en fait, je les ai essayées le week-end avant de partir sur mon aventure. Je les ai remises parce que je les avais pas remises de l'année d'avant. Et en fait, il y a des choses, elles commencent à être un peu vieilles, hein, mais bon, il y a une membrane à l'intérieur qui s'est, je sais pas, qui a dû sécher ou quelque chose qui s'est replié dedans. Et en fait, du coup, en marchant juste un week-end avec, le week-end précédent, je me suis fait super mal aux pieds. J'ai essayé de couper, d'aller voir à l'intérieur de bricoler ma chaussure, mais ça n'a pas fonctionné. Donc dernière minute, j'ai finalement décidé de partir avec ces grosses chaussures là, parce que sinon mon autre alternative c'était de partir en sandales, et j'avoue que j'ai pas osé parce que la pluie était vraiment annoncée, et je crois que j'ai bien fait parce que j'aurais eu froid aux pieds. Malgré qu'on puisse mettre des chaussettes dans les sandales à cette période, c'était encore un peu trop tôt et j'aurais eu froid aux pieds les matins en bivouac, tout ça, j'aurais eu vraiment froid aux pieds. Enfin bref, voilà. Je vais arrêter parce que je crois que j'ai fait déjà 3 minutes 5 sur ma chaussure. Ensuite, en termes de veste, parce que je les ai là aussi sorties, j'avais pris avec moi donc une veste, c'est une petite veste Kawaii, enfin un soft shell toute simple, donc un coupe-vent vraiment pour le dessus, et puis dessous j'ai aussi pris avec moi ma doudoune. C'est ma doudoune de la marque Vaud, donc pareil, j'ai depuis cet hiver et qui ne me quitte plus parce que je l'adore. Elle est vraiment chouette et elle a très bien fait son effet. Je l'ai beaucoup portée le soir dès qu'il faisait un peu frais. En bivouac, le soir, le matin, c'était parfait. Pour la pluie, en plus de cette petite veste coupe-vent, évidemment il fallait prendre quelque chose d'autre parce que je savais qu'on allait avoir beaucoup de pluie, quelque chose qui soit complètement imperméable et sous lequel on est sûr de ni être trempé soi ni son sac à dos. J'ai nommé le poncho de pluie, la cape de pluie. Et donc cette cape de pluie, donc elle se présente comme ça, c'est une cape de pluie premier prix de chez Décathlon, vraiment la basique. Je vous l'ai déjà présentée dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les regarder si vous voulez plus de détails sur elle. C'est une cape qui se ferme avec des pressions sur les côtés. Elle n'a pas de manche. Le fait qu'elle soit avec des pressions, c'est vraiment, ça s'ouvre très bien en deux, donc ça a des avantages de pouvoir faire ça, notamment pour l'enfiler, c'est pratique. L'enfiler au-dessus du sac à dos, puis hop, on vient remettre les petites pressions sur les côtés. Par contre, elle a une prise au vent beaucoup plus forte, plutôt qu'une cape de pluie qui a vraiment des manches et qui se met vraiment, qui est un peu plus ajustée, qui elle va être, je pense, plus protectrice, mais aura moins d'entrée de vent, donc ça a des avantages aussi et des inconvénients, c'est-à-dire que pour le coup, on est vraiment bien protégé, même s'il y a du vent, même si on est dans la tempête, on peut continuer à marcher et on sait que tout sera au sec. Par contre, du coup, vu qu'il y a moins de vent qui peut rentrer, ça peut moins facilement sécher dessous et donc on peut vite tremper aussi ses affaires, son t-shirt, ses affaires qui sont dessous, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vent qui circule quand on marche longtemps, qu'on fait beaucoup d'efforts sous la pluie avec ce type de cape de pluie. Je suis en train de faire un monologue sur le poncho de pluie, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas du tout le sujet de la vidéo, je vous présente juste ce que j'ai dans mes affaires. Donc ça marche très bien, j'ai été bien protégée dans cette aventure et voilà. Je m'arrête là parce que sinon ça n'en finit plus. J'ai également avec ça donc un petit protège-sac élastique, mais encore une fois ça a ses limites. Quand même, s'il y a beaucoup de pluie, c'est pas 100% imperméable, ça finit par tremper le sac au bout d'un certain temps sous la pluie. Donc ensuite, sur les côtés, il y a mes bâtons de randonnée, mes bâtons qui sont toujours les mêmes, ce sont des bâtons vraiment premier prix je crois aussi, de la grande enseigne bleue. Ce sont des petits bâtons, je vous les ai déjà présentés à Clip. Moi j'emmène toujours maintenant des bâtons, depuis que j'ai testé la marche avec des bâtons, je ne les quitte plus. En plus ils me servent personnellement à monter ma toile de tente, donc forcément c'est compliqué de partir sans bâton. D'ailleurs il faut faire très attention sur le chemin à ne pas les oublier, parce que si je les oublie en chemin, je ne peux pas monter ma toile de tente et je serais bien embêtée le jour où ça m'arrive. Ensuite donc j'avais pris une casquette pour pouvoir me protéger du soleil. Ensuite sur le côté, sur la poche, j'avais aussi une petite bouteille d'eau 75 centilitres, 750 ml, je me trompe
toujours. Une bouteille classique parce que c'est plus léger qu'une gourde et en fait elle vient vraiment en complément de ma poche à eau que j'ai également à l'intérieur du sac parce que je suis plutôt team poche à eau en général, ça me permet vraiment de boire régulièrement sur le chemin. C'est vrai que là encore une fois ça a été le cas, je me suis rendu compte que c'est vraiment devenu un automatisme d'avoir la poche à eau et de boire tout au long du chemin. Et en fait je prends une bouteille d'eau en complément, non pas pour la contenance parce que ma poche à eau elle fait 2 litres. Sur le chemin de Compostelle il y a quand même beaucoup de villages qu'on traverse et il y a beaucoup d'endroits, de points d'eau où on peut se ravitailler. Donc les 2 litres auraient été suffisants, mais lorsqu'on bivouac j'aime bien avoir une bouteille d'eau, notamment pour faire la cuisine, pour faire l'hygiène, etc. Parce que sinon la poche à eau, quand on essaye de se servir un peu d'eau, c'est mou, il faut ouvrir, nanana, c'est un peu compliqué. Et je trouve que l'utilisation de la bouteille est pratique, voilà, quand on cuisine, quand on fait d'autres choses sur le campement le soir. Ensuite, donc sur mon autre côté de sac, c'est mon tapis donc mousse tout fin qui est vraiment mon tapis de sol que je mets au sol. Évidemment j'ai un autre matelas avec parce que celui-ci est très fin. J'ai déjà dormi juste avec celui-ci. C'est un peu dur, voilà, c'est un peu pas trop confortable, faut le dire quand même. Bon, après on peut le faire si le sol est mou, ça va, mais sur des sols durs c'est vraiment pas très confortable. Bon, après le confort est personnel à chacun, hein, je le répéterai jamais assez dans mes vidéos. Ce que je vous montre c'est mon matériel pour mon utilisation, pour moi, ce qui me va, ce que j'ai testé, ce qui me convient, ma pratique du bivouac. On a tous une pratique différente, enfin voilà, ma pratique de la randonnée, donc c'est ce qui me va pour moi. Si vous, un matelas mousse vous convient, eh bien go, au contraire ça fait moins de poids, donc allez-y quoi. Sur la pochette du haut, alors on y retrouve une paire de gants qui m'a servi sur les premiers jours, pareil parce qu'il a beaucoup plu, donc il a fait pas mal froid, puis sur la fin je les ai pas du tout sortis. Donc c'est une paire de petits gants tout simples. Ensuite, on y trouve mon couteau Opinel et ma fameuse cuichette, la même que d'habitude. J'aime bien les avoir sur le dessus du sac parce que le midi, donc je mange froid, j'ai pas besoin de sortir la popote et le réchaud, mais j'ai besoin d'avoir quand même des fois les couverts pour pouvoir faire le sandwich. C'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite, j'ai une petite pochette complètement étanche que j'avais trouvée parce qu'il y en a qui m'ont posé la question il y a pas longtemps. Je l'avais trouvée, cette pochette, elle commence à être vieille, au rayon pêche de la grande enseigne bleue, toujours la même, hein. Donc on y trouve tous mes papiers, mes clés, mes choses importantes et puis ma crédentiale évidemment. Donc la crédentiale, si vous ne savez pas du tout de quoi je vous parle, hein, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'en fiche en haut à droite de votre écran dans le petit i. C'est le petit document qu'on prend quand on part sur le chemin de Compostelle. Mais on n'est pas obligé, hein. D'ailleurs chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est chouette sur ce chemin. Ah oui, il y a une petite poche aussi que j'aime beaucoup sur les sacs à dos, c'est la poche ventrale, la poche qui est donc au niveau des hanches. J'y glisse souvent beaucoup de choses très utiles. Ma pochette avec mes lunettes de soleil. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça, toute fine, dans laquelle je mets ma monnaie. Parce que quand on est sur le chemin, ça arrive très souvent qu'on paye en espèces. Et du coup, souvent, on nous rend de la monnaie. Et ça me permet, voilà, dès que je vais dans une boulangerie, dans n'importe quoi, d'avoir ça à disposition. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté. J'ai une petite pochette Ziploc ou une petite pochette que je peux avoir, peu importe laquelle. Souvent, elle me sert parce que quand je fais pipi sur le chemin, voilà, quand je suis en chemin dans la journée et que je fais pipi, et bien souvent, j'utilise du papier et comme ce n'est pas une bonne chose, hein, de laisser son papier, oui certes le papier peut se biodégrader au bout d'un certain temps, mais c'est quand même pas très agréable d'avoir la pollution visuelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur les chemins et dès qu'on va sur le bord du sentier pour faire un petit pipi et qu'on trouve plein de papier toilette, c'est jamais très agréable. Donc moi, comme j'aime pas trop l'enterrer, eh bien je préfère le mettre dans une petite pochette Ziploc, mon papier tout simplement. C'est très pratique d'avoir cette petite pochette là à disposition pour y mettre le papier. Et ensuite évidemment je la vide cette pochette dès que j'ai accès à une poubelle, dès que je suis de retour dans un village ou à la civilisation. Ensuite donc j'ouvre le sac et à l'intérieur j'ai une première poche interne dans ce sac dans laquelle on va retrouver, alors là il me reste une barre de céréales, hein, voilà, souvent je mets les petites choses à grignoter, j'en mets un peu partout dans toutes les poches pour avoir accès quand je marche, n'importe quand j'ai un petit coup de mou, je peux avoir une petite barre de céréales ou n'importe quoi à grignoter. Ensuite on retrouve ma lampe frontale, une lampe frontale toute simple qui est encore à pile. Aujourd'hui on trouve beaucoup de lampes à batterie, mais moi c'est une vieille de la vieille, la Tikina Petzel, et voilà, elle fonctionne toujours aussi bien. Ensuite j'ai ma trousse de secours et ma trousse de réparation. Je dis trousse, mais ce sont des petits ziplocs, hein. J'y mets toutes les petites affaires dont j'ai besoin pour réparer éventuellement mon matelas, pour recoudre, pour réparer des choses. Donc il y a des aiguilles, du fil, des élastiques, de la ficelle, des petits ciseaux, puis voilà, tout ce qu'il faut, hein, dans la trousse de secours, la trousse de pharmacie, des pansements, voilà. Ensuite on s'attaque au contenu du sac. Dans ce sac, alors déjà il y a un grand sac en plastique que j'ai utilisé pour contenir le tout. Comme ça l'intégralité de mon matériel est à l'abri si jamais mon sac venait à être trempé et à vraiment être imbibé d'eau. Au moins je sais que ce qui est à l'intérieur du sac est lui aussi protégé. Donc c'est comme un grand sac poubelle finalement, mais ça c'était un grand sac que j'ai récupéré dans un colis et je me suis dit oh,
Voilà, rien ne se perd, tout se transforme, surtout en randonnée. Dès que je trouve des choses qui peuvent faire une utilisation pour la randonnée, je garde. Donc voilà, là c'est un petit peu mis en vrac dans tout ce grand sac. D'habitude je prends toujours un petit sac en tissu, notamment pour mettre mes vêtements et pour compartimenter les vêtements, qui peut me servir et à la fois pour me faire un oreiller la nuit, ou aussi pour dès que je suis dans des villes, dans des gîtes et que je veux sortir, d'avoir un petit sac quand même pour pouvoir aller faire des emplettes ou n'importe quoi. Ça c'est vraiment pratique. Mais là, vu que mon sac à dos était un peu lourd déjà, et j'ai préféré me dire non, je vais au plus simple. Donc j'ai fourré toutes mes affaires vraiment en vrac dans ce grand sac en plastique. C'est gérable tout à fait, puisque j'ai pas 50 000 choses, donc je sais à peu près où et quoi. Mais c'est un peu plus difficile des fois. Tu as un sous-vêtement qui est au fond du sac où il faut aller fouiller un petit peu plus souvent que si c'est un peu plus organisé, notamment au niveau des vêtements, je trouve. Donc dans ce sac on trouve, ça c'est mon drap de soie, donc c'est un drap de sac que je mets à l'intérieur de mon sac de couchage. Je pars toujours avec ça. Je le prends pour deux raisons, notamment quand on est sur les chemins de Compostelle, lorsqu'on dort en gîte, et souvent il y a des couvertures, donc je prends juste mon drap de sac et je mets les couvertures qui sont fournies avec, parce qu'en plus mon sac de couchage, vous allez le voir, c'est un très gros sac de couchage. J'aurais eu très très chaud, je pense, si je l'avais pris dans les gîtes. Et l'autre chose, c'est pour ne pas salir tout simplement le sac de couchage. Après, je voulais pas présenter, c'est un drap de soie, mais il est super bien. Celui-là, c'est un de la marque Sea to Summit, mais parce que je l'ai depuis des années. Après, il commence à avoir des trous, donc il va falloir sûrement que je le réinvestisse à un moment quand il aura trop de trous, si vraiment j'arrive plus à le recoudre. C'est qu'il a en fait deux bandes élastiques, ce qui permet, par rapport à un sac de soie classique où on est un peu à l'étroit et on peut pas bouger dedans, et celui-là, si on bouge un peu dedans, il s'agrandit finalement. Voilà, on peut, parce que moi je sais que je bouge beaucoup dans la nuit, et donc ça me permet quand même d'être un peu plus à l'aise. Ensuite, j'ai une mini trousse de toilette, c'est ça, dans un ziploc, encore une fois. Voilà, moi j'emballe beaucoup dans du plastique. Je sais, le plastique c'est pas fantastique, mais en randonnée c'est pas mal, parce qu'au moins ça protège de l'humidité, on est sûr, et puis ça compartimente, et c'est pas lourd non plus, et c'est surtout que ça protège de l'humidité. Donc dedans, on y retrouve le classique, brosse à dents, brosse, boule pour les oreilles, bouchon d'oreille, pince à épiler. Moi j'ai une petite pommade aussi, parce que j'ai une tendance à avoir les lèvres très sèches, donc j'ai une pommade, dentifrice, savon, shampoing solide, voilà. Le tour de ma trousse de toilette. Ensuite, j'ai également une autre pochette Ziploc. Pareil, c'est pour protéger. J'y mets tout ce qui est papier, tout ce qui est carnet, livres et matériel électronique. Je fais un combo de tout ça en un seul Ziploc. Donc dedans, moi, comme je filme sur les chemins, j'ai mon petit GorillaPod. Donc c'est un petit trépied comme ça qui est tout mou et sur lequel j'accroche mon téléphone. Ensuite, j'ai mon téléphone et le câble de rechargement du téléphone. Jusque là tout va bien. Un câble de recharge pour autre chose qui est ma batterie externe, ma batterie nomade. Donc ça, c'est une batterie 10 000 mAh. Je finis avec cette petite pochette là, mais je vous montrerai ce qui est complémentaire à la batterie et qui est nouveau dans mon sac à dos cette année. Donc ensuite, carnet, petit livre, stylo. Et puis j'avais aussi de la documentation sur le chemin que je prenais, puisque j'avais demandé à l'office de tourisme d'avoir un document que j'avais imprimé, donc j'avais quelques feuilles de ça pour savoir les lieux de ravitaillement, tous les hébergements aussi sur la voie de Rocamadour, donc c'était bien d'avoir ça avec moi dans l'éventualité où j'avais besoin. Je pense pour les lieux de ravitaillement en eau et en nourriture, j'ai quand même regardé assez régulièrement savoir combien je prenais à chaque village où je m'arrêtais en termes d'eau et de nourriture, surtout pour savoir s'il fallait que je ravitaille beaucoup, pas beaucoup, en fonction. Donc c'était vraiment pratique d'avoir tout ça. Et puis j'ai pris un livre, je vais être honnête avec vous, je l'ai jamais lu, je l'ai jamais ouvert. Enfin si, je l'ai ouvert une fois, mais je m'y suis pas plongée dedans, et au final je fais toujours cette erreur de me dire on sait jamais, et en fait évidemment je ne lis jamais parce que je n'ai pas le temps. On est sur les chemins, on est déconnecté de tout, on est ailleurs, on est dans notre monde, dans notre bulle, et tellement de choses à faire, à voir, tous les jours différents, et c'est tellement... Ouais, bref, hein. Tu sais de quoi je parle, hein. Toi qui randonnes aussi. Et je vous disais donc, complémentaire à ma batterie externe, j'ai décidé de prendre un panneau solaire sur cette aventure. Je vous l'ai présenté rapidement dans les petits vlogs que j'ai fait. C'est un panneau vraiment d'une seule planche comme ça, c'est un panneau 6 watts, donc avec des petits mousquetons pour l'accrocher au sac sur les 4 coins, et avec tout simplement une petite prise, USB pour pouvoir recharger donc la batterie externe. Lorsqu'on met à charger sur le sac ou en plein soleil, la batterie, c'est bien de la mettre aussi un peu à l'ombre. Moi je la glissais à l'intérieur du sac pour qu'elle soit un peu protégée du soleil, parce que exposer la batterie directement en plein soleil, c'est pas la meilleure des choses non plus apparemment.
donc pour pas qu'elle surchauffe tout simplement je crois. Donc voilà, moi je fonctionnais comme ça, le panneau sur le sac et puis donc le fil qui sortait et la batterie dans le sac à l'intérieur. Et donc pour vous faire un petit retour rapide sur ce panneau solaire, donc c'est la marque PowerTech qui fait ce type de panneau. J'ai été satisfaite, ça m'a largement suffi. Sur le chemin de Compostelle, honnêtement, c'est pas nécessaire d'avoir forcément un panneau solaire parce qu'on croise donc encore une fois des villages partout, il y a donc accès à de l'électricité possible un peu partout. Si vous êtes sur les chemins de Compostelle en gîte uniquement, honnêtement, même la batterie externe, c'est pas forcément 100% nécessaire, c'est éventuellement. Si vous êtes en autonomie, en bivouac, de temps en temps, la batterie externe, c'est pratique. Si vous êtes en autonomie totale, là, dans ce cas-là, peut-être que j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir. J'espère que non. Bref, je vais finir rapidement parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, je disais, ça c'est bien. Sur le sac à dos, honnêtement, on passe beaucoup dans des sous-bois, donc elle n'a pas beaucoup chargé quand elle était vraiment sur le sac. Par contre, dès qu'on la pose le midi, en plein soleil, et honnêtement, j'ai été assez bluffée parce que je crois que je l'ai posée 1 heure ou 2, 1 heure et demie en plein soleil. À midi, vraiment sur l'heure de la pause déjeuner, vraiment bien, je la bougeais un peu pour qu'elle soit bien orientée en fonction du soleil. Et honnêtement, j'étais assez bluffée parce qu'elle a rechargé 2 barres de ma batterie externe, donc c'est plutôt très bien. Bon, finalement, ça a peut-être l'air de vouloir se maintenir, donc je vais essayer quand même de vous finir la vidéo sous les gouttes. Attendez, puis je vais juste... Ah voilà, parce que du coup j'ai mis l'appareil sous la cape de pluie en espérant qu'il soit un peu protégé quand même. Ok. On devrait être bon. J'espère que ça va aller. C'est un peu fin de vidéo à la rapide, je suis désolée. Oui, donc j'étais en train de parler du panneau solaire. C'était aussi un test pourquoi je l'emmenais sur le chemin de Compostelle pour d'autres aventures où je vais partir un peu plus en autonomie. J'espère que le petit sera suffisant. C'est vrai qu'il existe en plus grand évidemment pour charger plus rapidement. Donc voilà, à voir selon ma consommation, il faut que je teste. J'étais pas en totale autonomie donc je peux pas avoir un retour totalement complet sur ce test. Par contre voilà, j'ai pu quand même commencer à appréhender combien ça charge. Ça peut être utile de prendre l'habitude aussi le midi, d'aller vraiment le sortir, le mettre au soleil. Le soir aussi, dès que je me mettais au bivouac, avant d'aller monter mon campement, tac, première chose, je visais le soleil et puis je mettais le panneau. Donc voilà, ça a aussi des petites habitudes à prendre. Donc du coup, on va passer maintenant aux vêtements. Alors vêtements, je suis partie avec 2 changes en tout et pour tout pour pouvoir alterner. Vous savez, quand on est sur le chemin, on lave le soir, on met sur un sac à dos à sécher la journée et le lendemain, voilà, on alterne comme ça. J'ai essayé d'être le plus minimaliste possible puisque le matériel de bivouac était un petit peu déjà conséquent. Donc j'ai pris pour la nuit, on va commencer avec ça, j'ai pris un legging pour la nuit et une petite paire de chaussettes fines mais chaudes parce que moi j'ai très froid aux extrémités, donc ça c'était parfait. Et le soir en fait je portais un des 2 t-shirts mais j'en ai pris que 2. J'ai fait le choix de ne pas prendre un t-shirt spécifique pour la nuit. D'habitude j'en prends un quand même en plus et là j'ai fait vraiment minimaliste, donc j'avais que 2 t-shirts. Donc le soir j'alternais, je mettais le t-shirt de nuit et le lendemain je marchais avec ce t-shirt là que j'avais porté dans la nuit. Au lieu de porter juste une journée, je le portais une nuit puis une journée, mais je préférais faire dans ce sens là plutôt que la journée et la nuit pour pouvoir me sentir propre le soir. Une fois que j'ai fait une petite toilette, quand même c'est bien de pouvoir changer de t-shirt, me sentir un peu plus propre que de garder le même t-shirt de la journée. Je lavais mon t-shirt de la journée, il commençait à sécher et puis le lendemain il finissait de sécher sur le sac à dos. Ensuite donc en termes de vêtements, j'avais également donc une veste polaire toute simple, toute fine. J'avais 2 culottes, 2 paires de chaussettes, une seule brassière, un petit tour de cou bœuf. Honnêtement il m'a servi les premiers jours, je l'ai mis en bonnet et aussi un peu autour du cou, mais c'est tout. Il m'a pas plus servi que ça sinon. Puisque j'avais la casquette pour la protection du soleil. Et ensuite en pantalon, je me retrouve à revenir avec 2 pantalons de marche alors que j'en avais un seul au départ. Pour la petite histoire, ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, en fait je marchais avec un pèlerin qui s'appelle Émeric et qui avait beaucoup de poids dans son sac à dos et qui a décidé de se délester au fil du chemin et qui encore se délestait quand je l'ai rencontré de certaines choses. Il avait notamment 2 gros pantalons comme ça de randonnée. Voilà, des pantalons à zip pour devenir short. Vous savez, on peut les convertir de pantalons à short. En plus, c'est un pantalon qui a plein de poches, donc je pense qu'il est assez lourd quand même. Je ne sais pas son poids exact, je ne l'ai pas pesé. Et donc, il en avait 2 comme ça, donc il a décidé de se séparer d'un sur la route. Et pourquoi en fait, Émeric m'a proposé de se donner ce pantalon et pourquoi j'ai accepté, c'est parce que je lui avais dit en fait à Émeric à un moment que je rêvais, entre gros guillemets, parce que c'est pas non plus un rêve inatteignable, mais disons que jusqu'ici, j'avais jamais eu l'occasion de tester les pantalons qui se convertissent en short avec un zip et c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Et comme mon pantalon à moi il m'allait bien et que jusqu'ici j'avais pas besoin d'en changer, j'ai jamais fait le move de changer. Et en fait vu que Émeric voulait s'en délester, il m'a dit écoute c'est cadeau. Donc je me suis dit c'est l'occasion de tester et voilà.
comment j'en suis arrivée à me trimballer ça. Et donc j'ai finalement marché avec un pantalon dans le sac, un pantalon sur moi, donc ça m'a rajouté un petit peu de poids au fil de la randonnée. Mais je suis très contente parce que il me va super bien et il est chouette. Ah oui, et puis dans les autres choses, vêtements, ça c'est ma petite serviette microfibre. Voilà. C'est toujours la même que d'habitude, elle est toute petite, je l'ai découpée, c'est une grande que j'ai découpée en petits morceaux. Ensuite on s'attaque à la partie bivouac. Alors du coup ça c'est ma toile de tente, donc comme d'habitude c'est donc des sardines que j'ai là et 450 grammes de toile. C'est une toile de tente donc, qui se monte avec les bâtons de randonnée, c'est une toile de tente vraiment en V comme ça et qui fait les 4 côtés. Sauf que la particularité c'est que moi j'emmène pas la moustiquaire interne, donc ça me permet d'alléger encore plus, donc elle fait justement donc, que 450 grammes. Alors que je crois que la totalité ça doit être 700-800 grammes, quelque chose comme ça. C'est difficile pour moi d'en revenir en fait de cette légèreté, je crois, d'avoir un abri vraiment juste très léger. Après, on est d'accord que il y a des nombreuses conditions où c'est compliqué. J'ai quand même tenu certaines nuits dans des conditions assez difficiles dessous. Elle tenait, mais par contre il y a le vent qui s'engouffre dedans, donc faut vraiment pas trop regarder ce qui se passe et espérer que ça tienne dans la nuit et s'endormir et le lendemain espérer que ça soit toujours là, le campement, l'abri. En tout cas j'ai tenu des tempêtes et des orages là-dessous quand même. Enfin, en tout cas moi je me suis toujours débrouillée avec ça. Ensuite donc pour le matelas j'ai comme je vous disais un deuxième matelas qui est un matelas gonflant, c'est le Thermarest Neo Air X-Lite. Il commence à se faire vieux, je crois qu'il a 6 ans celui-là, il commence un peu à se dégonfler dans la nuit etc. parce qu'il a des micro trous. C'est un peu évident, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, il va falloir que sûrement je réinvestisse dans un nouveau. Ensuite, ça c'est ma couverture de survie réutilisable, tout simplement. Donc moi c'est ce que j'utilise comme sol de tente, puisque j'ai pas de sol à la tente justement, donc j'utilise ça en fond de tente et ensuite je mets mon matelas mousse, mon matelas gonflable, mon sac de couchage. Pour la cuisine, tout rentre là-dedans, ça c'est vraiment chouette, j'ai vraiment tout mon kit de cuisine dans cette petite popote que je trouve géniale depuis que je l'ai l'année passée, ça fait 1 an et franchement je ne regrette pas. C'est plutôt pour une personne ou pour 2, mais 2 ça passe limite quand on fait cuire des pâtes dedans. Je l'ai déjà fait mais c'est limite. J'ai ce mini réchaud qui fait 25 grammes je crois à gaz, qui est quand même assez puissant, c'est assez étonnant. Et ensuite donc j'ai une toute petite cartouche de gaz donc qui rentre à l'intérieur de ma popote. Ensuite petites allumettes, petits briquets, un mini torchon pour nettoyer, faire un petit peu de vaisselle éventuellement quand je peux pas faire autrement, et puis une tasse pliante et du coup elle se plie comme ça, donc c'est pratique d'avoir tout ça qui rentre vraiment juste là-dedans et c'est très léger au final. Donc pour le coup mon kit de cuisine je le valide depuis l'année passée que je l'ai. Bon et puis voilà, dernier élément de mon sac à dos, c'est le gros sac de couchage. J'ai décidé de partir avec lui, c'est mon sac de couchage Vaude, -6 température de confort, donc largement au-dessus de ce que j'avais besoin pour cette aventure. Celui qui aurait été certainement le plus approprié pour cette aventure aurait été le 0 degré que j'ai en synthétique de la grande enseigne bleue, qui est très bien en soi mais qui pèse beaucoup plus lourd, enfin beaucoup, à 200 grammes près je pense, plus lourd que ce sac de couchage là en plume. Et donc du coup en fait c'est une question de poids qui m'a fait aller vers ce sac de couchage là plutôt que mon synthétique. Et puis je suis vraiment bien dedans. En fait je dois vous avouer que ce sac là de couchage, depuis que je l'ai essayé cet hiver, je suis vraiment confort dedans. Il est large, il est vraiment, je me sens comme dans un cocon. Et c'est très agréable, donc je vous avoue que j'ai du mal un peu de passer à autre chose, et puis surtout qu'il fait seulement 1 kg 285 grammes, donc par rapport à mon synthétique qui je crois en fait 1004-1005, je sais plus exactement. Et du coup limite j'ai plutôt eu un peu chaud sur la fin, mais c'est pas dramatique, il suffit d'ouvrir un peu puis tout va bien en fait. Quand on a un peu chaud dans ce sens là ça va. Après c'est sûr je prendrais pas ça en plein été, ça serait vraiment un peu n'importe quoi de prendre un -6 en plein été, j'aurais beaucoup trop chaud et là ça serait compliqué de dormir. Et voilà en fait j'ai fait le tour de mon sac. Ah et puis j'ai pas précisé, mon sac à dos, c'est un sac à dos donc, de la marque Decathlon, la grande enseigne bleue. Faut que j'arrête de leur faire de la pub, les pauvres. Et donc c'est un sac, c'est un vieux modèle déjà, je pense qu'il se trouve plus en magasin parce qu'on me l'a demandé, donc je pense pas qu'on le retrouve. C'est un sac à dos 70 litres et c'est un sac à dos qui pèse 1,7 kg, donc qui est quand même assez lourd. Mais comme j'ai pas d'intermédiaire entre un 36 litres plutôt pour vraiment les randonnées d'été et donc mon Osprey qui est un 36 litres et ce sac à dos là, et j'ai
pris et j'ai dû prendre celui-là. En termes d'espace, j'avais pas la possibilité, malheureusement, avec mon gros sac de couchage et tout ce que j'emmenais, j'avais pas la possibilité de partir avec le 36 litres. C'est beaucoup trop petit pour du matériel, voilà, un peu intersaison, un peu printemps. Voilà, pour tout ça, je pense que j'ai fait le tour de tout mon sac à dos. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Je serai contente de pouvoir vous y répondre. Je vous rappelle aussi donc que si vous voulez vraiment une référence particulière ou le poids exact de mon matériel précis, il y a le lien dans la barre d'infos d'un article de blog que j'ai écrit dans lequel voilà, je vous ai tout détaillé, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut si vous voulez vous équiper. Puis j'espère que cette petite aventure, en tout cas sur les chemins de Compostelle, sur la voie de Rocamadour, vous aura plu. J'espère que ce déballage aussi de sac à dos vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en mettant un gros pouce en l'air sur cette vidéo. Je vous remercie de tout cœur à tous ceux qui le font, à commenter aussi si vous le souhaitez, et puis à vous abonner si vous découvrez la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre mes prochaines aventures. Il va y en avoir plein à venir aussi cet été, j'ai hâte, je dois dire. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour d'autres aventures à venir, et puis voilà, ciao.